que quelques livres. C'est un collectif sous la direction de Pierre Magnard sur Montaigne. Je l'ai parcouru, je n'ai pas eu encore le temps de le lire complètement, je l'ai pris que vendredi. Mais c'est très intéressant. Il ne reste plus de livres de la couleur du matin profond. C'est votre dernier livre. Alors ceux qui le désireraient, ils peuvent le commander. Et on aura bien l'occasion de se revoir en semaine pour que vous ayez une dédicace. Alors pourquoi Montaigne? Pourquoi Bossuet la semaine prochaine? Pourquoi Voltaire dans quelques temps? Et on passera d'autres auteurs de notre patrimoine littéraire. Car il faut se le réapproprier. Le titre de la conférence de ce soir, Le vrai Montaigne, ou Au-delà de la doxa. Pour quelle raison? J'étais autrefois professeur de lettres, on avait encore La Gare des Michards, qui était encore acceptable, et les essais de Montaigne en 2 volumes dans l'édition Larousse. Mais déjà à l'époque, les textes étaient choisis de manière à que Montaigne soit, au fond, le précurseur des sceptiques du XVIIIe siècle, en particulier de Bayle, et même de Montesquieu, et allusion à des auteurs ultramodernes sur le relativisme des civilisations et la lutte contre l'ethnocentrisme. Or Montaigne, il le dit lui-même j'écris selon mes fantaisies miennes. Il laisse courir la folle du logis. Donc il faut lire Montaigne, et ça vous le montrerez, je pense, amplement, dans son contexte et l'ensemble de l'œuvre. En particulier son journal de voyage, où on voit le croyant, fervent. Et on pourrait dire que par certains aspects, il est assez proche des fidéistes. Et à la demande de son père, elle a traduit le manuel de théologie naturelle d'un Sorbonnard. Donc ce qui est important, c'est de redécouvrir le vrai Montaigne. Et ceux qui ont des jeunes auprès d'eux, je les invite à acheter, on trouve ça d'occasion, l'histoire de la littérature française de Jean Calvé et son anthologie. Car si vous feuilletez les manuels à l'heure actuelle, on donnera un thème. Il n'y a plus d'approche par auteur ou par siècle. Et c'est l'aboutissement d'un long travail de sape mené par l'Université républicaine qui a sali tous nos auteurs pour se les réapproprier. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. À vous, cher maître. Merci, chers frères, merci, chers amis, de venir m'entendre dans ce plaidoyer pour Montaigne. Merci, mon cher Antoine, d'être à mes côtés. Merci, mon cher Caour, d'être venu ce soir, parce que c'est une plaidoirie que vous allez entendre et non pas une conférence. Plaider pour le vrai Montaigne. Un Montaigne qui nous a été confisqué depuis très longtemps, détourné de son véritable sens, perverti, de sorte que ce que l'on vous a enseigné dans quelque école que ce soit sur Montaigne, ce n'est que mensonge et billevesée. Alors pourquoi et comment? Pourquoi et comment? Je dirais que le mal vient de très loin. Pour d'autres auteurs, j'incriminerai la critique universitaire du XIXe siècle. Je mettrai en cause Michelet et Quinet. J'irai chercher dans l'université la raison de cette falsification. Pour Montaigne, les choses sont beaucoup plus graves. Parce que l'erreur vient de beaucoup plus loin. Elle vient de ceux qui se sont en quelque sorte emparés de sa mémoire et à travers lesquels on l'a voulu désormais lire et interpréter. De quoi s'agit-il exactement?
On le présente comme un sceptique. On vous aura répété 100 fois, 1000 fois la fameuse phrase de cette tête bien faite, confortablement installée sur un molle oreiller, le molle oreiller du doute. On vous le aura donc présenté comme un être nonchalant, relativiste en morale et sceptique en matière de théologie, jusqu'à professer un véritable indifférentisme en matière de religion. Or, je voudrais vous montrer ce soir que Montaigne est tout sauf cela, qu'il est le grand penseur humaniste de langue française au XVIe siècle, et d'un humanisme essentiellement chrétien, comme je le disais ici il y a 15 jours. Je vous parlais de Nicolas de Cuse, je vous parlais de quelques autres. Aujourd'hui, c'est de Montaigne que je parlerai pour montrer comment il participe de cet humanisme chrétien. D'où est venue la déviation? La déviation, elle a tenu à une erreur, peut-être, ou une distraction de Montaigne lui-même, qui a voulu se donner un exécuteur testamentaire ecclésiastique qui était plutôt, bien qu'il fût présidial de Condom, un libre penseur. Je pense à Pierre Charon. Et Pierre Charon devait, en 1601, donner un livre intitulé Traité de la sagesse, qui allait avoir une postérité absolument considérable. Je ne trouve pas de best-seller pareillement édité au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que Pierre Charon est le premier grand nom de ce que l'on a appelé la philosophie séparée. Séparée de quoi? Vous l'avez deviné, séparée de la théologie, bien sûr. Philosophie indépendante, philosophie autonome. C'était un de ces ecclésiastiques précurseurs de Vatican II, si je puis dire, sans animosité aucune contre des gens qui ont été mes contemporains. Mais il s'agissait de constituer l'autonomie de la philosophie morale par rapport à la question de Dieu. Et cette autonomie, elle tenait pour Pierre Charon en un mot. Ce mot, c'était la prud'homie. La prud'homie qui, à ses yeux, était la vertu par excellence. La prud'homie, c'est la valeur humaine de l'homme en tant qu'il est homme, sans référence à Dieu. Je veux donc qu'il soit, écrit Charon, bon et sa volonté ferme et résolue, à la droiture et prud'homie pour l'amour de soi-même et à cause qu'il est homme. Autrement dit, c'est du fait qu'il est homme qu'il est bon. Cette bonté lui est naturelle, elle ne doit rien à la grâce divine, et ainsi se constitue une conscience antérieure à la foi, et ainsi se constitue une prud'homie antérieure à la révélation même. Il y a tout un courant qui naît au début du XVIIe siècle de pensées séparées, de philosophies séparées, qui se recommande de Charon. Or, Charon étant l'exécuteur testamentaire de Montaigne, il sera très facile de glisser là-dessus et de vouloir interpréter Montaigne à travers Charon. De sorte que c'est à travers les commentaires de Charon, à travers le gros volume de la sagesse et le volume second d'une seconde sagesse qui sera écrit par après, qu'on aborde Montaigne au XVIIe siècle. Ça, personne ne vous l'a dit. Mais ayant
disons, passé beaucoup de temps à relire et à réinterpréter et Descartes et surtout Pascal, je puis vous dire que les références que Pascal fait à Montaigne sont relativisées par le fait qu'il lit Montaigne à travers Charron. Quand il dit que Montaigne parle trop de lui et qu'il fait trop d'histoire, c'est par référence à Charron. Quand il multiplie les fléchettes, car il y en a 6 ou 7 dans les pensées à l'endroit de Montaigne, c'est par référence à Charron. Or, si Pascal lui-même est tributaire de cette lecture charonienne, imaginez ce que vont être les autres qui n'auront pas le scrupule de Pascal pour retrouver le texte même de Montaigne. Et grâce à Dieu, Pascal très souvent retrouvera ce texte et lui empruntera d'ailleurs beaucoup, rendant ainsi à Montaigne ce que Charron en avait détourné. Mais cela suffit à expliquer que Montaigne apparaisse comme une sorte de père du relativisme, comme une sorte de père de la pensée séparée, comme une sorte de père d'une philosophie sans théologie. Et si l'on va plus loin, et que l'on s'interroge au sort que va avoir Montaigne à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, vous trouvez Pierre Bel, qui lui aussi se prétend lecteur de Montaigne, mais un Montaigne entièrement réinterprété par Charron. Alors, vous comprenez que si l'erreur vient de si loin, nos Sorbonnards du XIXe siècle n'auront pas beaucoup de mal pour accaparer Montaigne et en faire un maître du doute, un penseur du doute. Comment m'y suis-je pris pour retrouver le vrai Montaigne? Bien sûr, j'ai lu et relu Montaigne un nombre de fois tout à fait incalculable. Mais aussi, je me suis avisé de ce que Montaigne avait pu lire de philosophie et de théologie avant d'entreprendre ses essais. Et ce qui constitue l'essentielle nouveauté de ma propre interprétation, c'est que je l'ai fondée sur la lecture de la Docte-ignorance de Nicolas de Cuse, que l'on doit excuser sans doute les montanistes de service pendant des générations de n'avoir point lu, car, sans vanité abusive de ma part, avant ma traduction, il n'y avait aucune traduction française digne de ce nom de cet ouvrage. Et cette traduction, elle est sortie l'année dernière. Alors, disons, les montanistes de service ont quelques circonstances atténuantes. Ils ignoraient l'ouvrage qui était dans la bibliothèque de Montaigne. On connaît très bien le catalogue de sa bibliothèque, donc je sais qu'il l'était, et qu'il avait relu lors de son voyage en Italie, sollicité qu'il était par des disciples de Nicolas de Cuse qui voulaient avoir son avis sur précisément la Docte-ignorance. Or, ce livre est tout à fait essentiel pour comprendre ce qu'on appelle le scepticisme de Montaigne. On en fait l'homme du doute. Mais est-ce qu'il doute vraiment? Et qu'est-ce que c'est que douter? En fait, il ne s'agit pas d'un doute pyrrhonien, il ne s'agit pas d'un doute sceptique, il ne s'agit pas d'un doute relativiste, il ne s'agit pas d'une pensée molle, il ne s'agit pas d'un molle oreiller. Il s'agit de ce que Nicolas de Cuse appelle, selon l'intitulé même de son livre, la docte-ignorance. C'est-à-dire que devant les grands mystères de la foi, nous sommes dépassés. Nous devons professer notre ignorance
mais une ignorance qui n'est pas faite de retrait ou de recul, ou d'absence de recherche, ou d'absence de critique, mais qui est une docte ignorance, une ignorance savante. Une ignorance qui se sait, une ignorance savante parce qu'elle est faite de savoir accumulé. Or, si vous reprenez les textes sur le doute dans 2.12, c'est-à-dire l'apologie de Raymond de Semonde, qu'est-ce que vous y trouvez? La transcription des formules mêmes, on ne mettait pas les guillemets à l'époque, de Nicolas de Cuse. Et c'est dans l'esprit même du Cusin que Montaigne écrit à la page 500 de l'édition: c'est par l'entremise de notre ignorance plus que de notre science que nous sommes savants de ce divin savoir. Autrement dit, devant les mystères de la foi, c'est l'ignorance avouée et qui est le plus en rapport avec la réalité que ne l'est le savoir lui-même. Car il faut convenir que l'on ne sait pas. Donc, ce préalable m'amène à considérer qu'une rectification devait être faite à l'endroit de la réception de Montaigne, de la réception la plus proche, celle même du XVIIe siècle. Et que, à retrouver les sources mêmes de la pensée de Montaigne, on devait convenir que l'on s'était considérablement mépris sur le scepticisme dont on l'affublait. Ceci dit, que représentent les essais de Montaigne? Une autobiographie, c'est du moins ce que l'on croit. Là-dessus, je suis beaucoup plus réservé. Car en effet, trouvez-moi d'autres autobiographies à l'époque. Oh, il y en a quelques-unes, bien sûr. Au XVIe siècle, il y a la fameuse autobiographie de Benvenuto Cellini, le graveur, l'orfèvre, l'auteur de tant de pièces d'apparat, des tables princières. Benvenuto Cellini, à qui l'on doit sa résistance lors du siège de Rome, et qui se vante d'avoir participé précisément à la défense de la vie éternelle. Mais la vie qu'il donne de lui-même est si peu crédible qu'elle n'ajoute pas à sa gloire, mais fait plutôt de lui un histrion. C'est comme ça que je vois la vie de Benvenuto Cellini. Est-ce qu'on trouverait d'autres vies à l'époque? J'en connais une autre, tout aussi farcesque, si je puis ainsi parler, celle de Jérôme Cardan, qui lui aussi parle de lui sur le mode exhibitionniste et comique. Car l'autobiographie en tant que telle n'existe pas. Alors faisons très attention. Les essais constituent-ils un ouvrage autobiographique? Je n'en suis pas très sûr. Il faut y regarder deux fois. Oh, bien sûr, les historiens de la littérature auront au fait de situer Montaigne dans une grande tradition. Alors, on remonte aux confessions de Saint-Augustin. On va ensuite tout droit aux confessions de Jean-Jacques Rousseau. On met tout cela dans le même sac. Et dans l'entre-deux, on met les essais de Montaigne. Et puis, on continue la route pour aboutir à des ouvrages modernes ou contemporains, célébrant par exemple l'Ulysse de Joyce ou Dédalus lui-même. Je ne pense pas du tout qu'on soit, dans la vérité, à prendre les essais pour une autobiographie. Les essais sont, à mes yeux, un livre sapientiel. Pourquoi Montaigne n'écrit pas d'autobiographie? Précisément parce que
son christianisme le lui interdit. Et pourtant, il parle beaucoup de lui. Il en convient, il s'en excuse quand il adresse son livre au roi Henri III. Et il admire qu'un si grand roi ait eu tant d'attention pour sa vie et pour ses actions. Mais il le fait avec humour, car il sait très bien que c'est autre chose que le roi cherchait en cet ouvrage. On n'écrit pas une autobiographie quand on est gentilhomme et chrétien à la fin du XVIe siècle. Ça ne se fait pas. C'est totalement incongru, parfaitement déplacé. En revanche, on se livre à un exercice sapientiel, c'est-à-dire dont l'enjeu est en réalité la sagesse. Mais quel est plus précisément l'enjeu des essais? Parler de soi, feindre de parler de soi, multiplier les anecdotes ou les traits nous concernant, pour produire un miroir que l'on tendra au lecteur afin que celui-ci s'y retrouve. Autrement dit, ce qui se manifeste d'entrée de jeu dans les essais, ce n'est pas le souci de soi-même, c'est le souci d'autrui. Ce qui se manifeste d'entrée de jeu dans les essais, ce n'est pas la volonté de se connaître ni de se montrer, mais la volonté de permettre à l'autre de vous entr'ouvrir son cœur. Tout dire de soi pour que l'autre dise quelque chose de lui-même et se risque à entr'ouvrir le rideau derrière lequel il se cache. L'idée est donc la connaissance d'autrui. Et c'est ainsi que les essais, ou chaque page des essais, se veulent ce miroir que l'on tend à autrui pour qu'il s'y regarde. C'est cela, pour Montaigne, écrire. On n'écrit pas pour complaire à soi-même. C'est une perversion qui viendra à partir du romantisme. Mais au XVIe siècle, ça n'existe pas. On écrit pour aller à la recherche de l'autre, à la rencontre de l'autre. On écrit avec cette certitude que nous sommes faits du même bois, que nous sommes faits de même nature, et que dès lors, en nous livrant, nous permettrons de ce qu'il cache. Et ainsi, les essais, c'est le nouveau speculum majus de la grande tradition médiévale. Je cite le speculum majus de Vincent de Beauvais, qui était la grande encyclopédie du Moyen-Âge finissant. Eh bien, les essais se veulent le speculum majus de la nouvelle génération, le speculum majus des temps modernes. Mais pourquoi cette façon d'aller provoquer l'autre de telle sorte qu'il se livre? Pourquoi? Dans quel but? Et à quelle fin? Pour ça, il nous faut rappeler une date, 1572. C'est la date à laquelle Montaigne, ayant résilié toutes ses fonctions administratives ou juridiques, puisqu'il siégeait au Parlement de Bordeaux, ayant résilié toutes ses fonctions, ayant rempli tous ses offices, il a 39 ans, se retire à Montaigne, déchargé, comme il le dit, de toutes ses charges publiques, se retirant en pleine force, encore que
dans le sein des doctes vierges, où, en repos et en sécurité, il passera les jours qui lui restent à vivre dans le travail. Et il conçoit cette retraite comme bien méritée, sûr qu'il pourra encore la valoriser par le profit spirituel qu'il en pourra tirer. Mais c'était compté sans un événement qui devait intervenir la même année. Ceux d'entre vous qui savent un peu d'histoire l'auront deviné, le 24 août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que on entre dans une ère de troubles, c'est le mot qu'utilise sans cesse Montaigne, le temps de nos troubles, mot qui est un euphémisme, car en réalité il s'agit de rares violences. Les guerres de religion déjà ont été anticipées par quelques échauffourées, voire par le massacre de Vassy, mais elles n'ont pas encore pris cette ampleur. Car la Saint-Barthélemy est suivie de l'insurrection de La Rochelle, et désormais, c'est la guerre civile en France. C'est la mort publique, comme dit Montaigne. C'est-à-dire la mort dans la rue, sur la place, dans les bâtiments publics, tous les jours. Et c'est pour faire face à cette situation de catastrophe que Montaigne va écrire les essais. Il n'en avait pas du tout l'intention quelques mois plus tôt. Pourtant, la réforme était déjà en marche et avait produit ses effets délétères. Mais il ne pensait pas du tout à ça. Il pensait faire des traductions, faire des éditions savantes, comme il avait fait l'édition de la traduction de la théologie naturelle de Raymond de Semonde à la demande de son père. Mais il ne pensait pas du tout écrire les essais. Alors, s'il écrit les essais, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il constate? Le français n'aime plus le français. Il y a une sorte de soupçon qui se développe partout. Et très vite, le soupçon tourne à l'agressivité. Et l'agressivité tourne à la violence. Et la violence tourne au meurtre. Décidément, les Français n'aiment pas les Français. Vous me direz qu'on a vu pire depuis, peut-être, sur notre propre sol. Les Français n'aiment pas les Français. Je ne vais pas me livrer à des confidences, mais devinez à quoi je puis penser. En tout cas, Montaigne se trouve devant ce problème. Rendre aux Français son identité perdue. Car comment se fait-il que le Français en vienne à tuer le Français? Il faut lui rendre son identité perdue. Son identité de Français, mais aussi son identité d'homme. Car faut-il qu'ils ne soient plus des hommes pour se traiter comme ils se sont traités lors de la Saint-Barthélemy? Ce n'étaient donc plus des hommes que ceux que l'on traitait aussi indignement. Alors, ce qui est en question, c'est qu'est-ce que l'homme? Il ne se posait pas ce problème quelques années plus tôt. Jamais on ne trouve sous sa plume la moindre allusion à cette question. Et soudain, il est envahi par le problème. Qu'est-ce qui fait la nature de l'homme? Qu'est-ce qui fait l'humanité comme telle? Et qu'est-ce qui nous constitue, nous, Périgourdins, dans notre identité? Car l'identité humaine passe par l'identité périgourdine quand on habite Montaigne. Voilà pourquoi il va écrire les essais. Retrouver son identité d'homme. Il va forger un mot que la langue française ignorait, dont elle se serait bien passée
car ce n'est pas un joli mot. C'est le mot inhumanité. J'ai cherché, j'ai fait de longues recherches linguistiques. L'inventeur, c'est Montaigne. 3 occurrences dans les essais. Première occurrence d'inhumanité pour désigner les jeux du cirque à Rome au Bas-Empire, rappelant l'usage qui voulait qu'au Colisée, l'on présentât le matin des combats d'animaux, puis en début d'après-midi des combats de gladiateurs, et qui, en fin d'après-midi, proposait purement et simplement la mise à mort pour le plaisir de voir mettre à mort. On mettait à mort des esclaves, on mettait à mort des prisonniers, qu'importe, ce n'étaient pas des hommes. Voilà ce qui, pour Montaigne, définit l'inhumanité. L'inhumanité, c'est le déni de communauté de nature et de destin à l'endroit de ceux à l'encontre desquels on se permet l'injustice et la violence sous le couvert de l'hétérodoxie, puisqu'on est dans les guerres de religion, sous le couvert de la différence ethnique, que sais-je, sous le couvert de tel ou tel prétexte, le déni d'humanité. Le deuxième exemple qu'il donne de l'inhumanité, c'est celui du génocide amérindien. Vous savez que Montaigne lit tout ce qui peut être écrit et imprimé à son époque sur la conquête des Indes. Il est friand de ce genre de récit. Il fait un jour le voyage jusqu'à Rouen pour voir des Indiens qu'un navire a ramenés d'Amérique pour converser avec eux et voir si, précisément, un dialogue peut s'établir par geste, par signe, par mot. Et il en revient avec cette conviction, ce sont pourtant des hommes. Alors, il est d'autant plus sévère à l'endroit des récits que rapportent les historiens sur les cruautés de Pizarre dans la conquête du Mexique, par exemple, avec cette anthropophagie organisée par les conquistadors, contraignant les prisonniers à manger la chair de leurs frères de race pour convaincre les gens qui regardent le spectacle que ce ne sont pas des hommes. C'est toujours le même déni d'humanité. Et le troisième usage du mot inhumanité chez Montaigne, c'est celui de la déportation massive des Juifs d'Espagne transportés sur les côtes barbaresques, sans qu'on soit bien sûr qu'ils y parvinrent véritablement. Inhumanité. Alors, bien sûr, il y aura des pages entières, des essais consacrés soit aux cannibales, soit à la cruauté, soit à tel épisode guerrier des guerres de religion. Mais le procédé de Montaigne est de faire, non pas en journaliste, mais d'une manière symbolique. Quand il veut dénoncer les guerres de religion, il nous parle du génocide amérindien. Il déplace. Et quand il parle des Juifs d'Espagne, ce n'est pas pour qu'il ait quelque intérêt spécial pour eux, c'est parce que c'est une façon, là aussi, de déplacer le problème et d'éviter de donner à son propos quelque chose qui apparaîtrait comme une dénonciation de ses voisins réformés ou de ses commensaux catholiques, ligueurs ayant participé au massacre des guerres de religion. Alors, vous comprenez le procédé, ce qui l'amène à se poser la question d'identité, que sommes-nous et qu'est-ce qu'être homme? Alors, vous comprenez maintenant que les essais ne sont pas une autobiographie,
on n'a que faire de ces petites histoires. Mais il veut donner à tous les gens qui l'entourent cette possibilité de se retrouver en lui-même et de trouver précisément dans le dire sur sa propre vie l'expression de la leur. Car il y a, vous le devinez, une sorte de présupposé à ce genre d'exercice. Pour le bien comprendre, essayons de nous représenter Montaigne au 3e étage de sa tour. Il le décrit très bien dans les essais. Au 3e étage de sa tour, il a installé 5 rayonnages superposés, circulaires, parce que la tour est ronde. Et il y a environ quelques 1000 livres. Et ces 1000 livres représentent tout ce qui s'est imprimé pratiquement en France et en Italie depuis un siècle, puisqu'il y a un siècle que l'on inventait l'imprimerie. Surtout, car j'ai bien étudié son catalogue, ce que l'on a imprimé dans les 50 dernières années. Là, il a vraiment à peu près tout, dont Nicolas de Cuse. Je suis allé voir, il y est. Et fort de cela, il va définir les 3 commerces. Le commerce des hommes, qui est le commerce noble par excellence, ce qui doit faire notre raison de vivre, le commerce des hommes, c'est-à-dire échanger par la conversation civile, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire la conversation polie, la conversation respectant toutes les bienséances, avec les hommes, laquelle est suivie d'une autre conversation, non moins belle, non moins digne, mais plus délicate et plus châtiée, qu'est la conversation des dames, le commerce des dames, comme il dit. Et enfin, 3e commerce, le commerce des livres. Mais le commerce des livres, quel est-il, si ce n'est au fond la reprise du commerce des dames et du commerce des hommes? Car au fond, le but essentiel, c'est de parvenir à une suffisante convivialité avec tous les humains, sans exclusive aucune. Ah, si on arrivait à ça, dans la malheureuse France, où le français n'aime plus le français, alors bien des choses pourraient être changées. C'est la démarche de Montaigne. Il n'en a pas d'autre. Il n'a pas d'autre visée politique, il n'a pas d'autre visée morale, il n'a pas d'autre visée théologique. Rétablir dans toutes ses bienséances et sa délicatesse le commerce des hommes, le commerce des dames, à travers, bien sûr, le commerce des livres. Et alors les livres, il passe son temps à les lire, il nous dit que c'est le plus clair de son temps, il est là, toujours dans sa bibliothèque. Toujours à ce 3e étage. Et toujours à sa bibliothèque, qu'est-ce qu'il conçoit? Il conçoit un livre qui serait le livre de tous les livres. Un livre qui serait le résumé de tous les livres. Un livre qui serait l'expression de tous les livres. Le livre des livres. Le livre de raison de ce lecteur assidu qui note jour après jour ce qu'il a pu relever d'intéressant dans ce livre. D'où le caractère très erratique, incoatif de ces essais qui commencent et recommencent et sans cesse recommencent avec des citations sans fin. Parce que précisément, le livre des essais, c'est le livre des livres. Le livre des essais, c'est la bibliothèque idéale. Mais le livre des essais, c'est ce miroir sur lequel se penche la société tout entière. Et c'est précisément cette mise en abîme de l'image de son temps que Montaigne essaie de réaliser à travers
le livre des livres. C'est ça, les essais de Montaigne. Vous voyez qu'on est loin de l'autobiographie. On est même loin du journal. C'est d'autre chose qu'il est question. Et ainsi, les essais se veulent le miroir de vérité, où chacun cherchera son reflet, et où nous trouverons précisément le visage de tous ces autres qui jusqu'alors se dérobaient, mais que va nous délivrer précisément ce livre total, puisque c'est ainsi qu'il l'appelle encore, susceptible de nous faire connaître ce qu'on appelle au XVIe siècle l'homme universel. Je le cite, « Un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. » La formule est sublime. Un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. Il va nous donner ce parler ouvert, ce parler qui ouvre, ce parler qui libère, ce parler qui affranchit, ce parler qui va en quelque sorte permettre à celui à qui on s'adresse de surmonter sa méfiance, de sortir de sa réserve et d'ouvrir quelque chose de son cœur pour retrouver cette convivialité perdue dans ce pays où le français a cessé d'aimer le français. Il faut lui réapprendre l'amour de son voisin à travers ce parler ouvert. Livre de bonne foi, puisqu'il sera un livre de franchise, et que la franchise est précisément, avant d'être l'expression spontanée de ce que l'on a vécu, l'affranchissement de celui auquel on s'adresse. Imaginez notre suffisant lecteur. C'est le titre qu'il se donne. C'est assez joli. Un suffisant lecteur. C'est-à-dire un lecteur qui est capable précisément d'apprécier, de délivrer, de libérer, car il a suffisamment d'autorité pour cela. Quitte un jour de 1580 sa tour. Il est sur sa mule, ou plutôt sur sa jument, escorté par 5 ou 6 serviteurs, porteurs de tout ce qu'il faut pour faire un long voyage. Et c'est ainsi que commence le fameux voyage en Italie, qui n'est pas une parenthèse dans les essais, mais un moment décisif. Une sorte de vérification expérimentale de ce qu'il a vécu dans la tour. Car, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut le voir comme il s'y prend. Il va essayer de connaître le plus possible de terroir, le plus possible aussi de mentalité, de rencontrer le plus possible de gens de confessions différentes. On le voit quand il arrive dans quelques bourgs rechercher les notables qu'il pourrait accueillir, solliciter, lui qui est catholique, l'hospitalité d'un luthérien, puis ensuite d'un calviniste, puis plus tard solliciter l'hospitalité d'un juif, diversifiant ainsi les gens qu'ils reçoivent, recherchant un hérésiarque ici ou là, un descendant des Vaudois quand ils traversent les Alpes. Et ainsi, multiplions les expériences. Guelfes avec les Guelfes, Gibelins avec les Gibelins, comme il aime à dire. Comprenez ce que ça veut dire.
On n'est plus au temps de la Divine Comédie. Alors, les guelfes et les gibelins, ce sont les catholiques et les protestants. Et c'est sa manière qu'il a d'approcher toutes les mentalités en allant dîner chez eux. Et ainsi, le voyage va durer 1 an et demi, qui va lui permettre de connaître un peu toutes les mentalités. Vivre au risque de l'autre et vivre tous les risques. Tous les risques parce que c'est quand même hasardeux. C'est quand même hasardé aussi. Il peut connaître des gens qui ne seront pas d'accord. Il peut subir la contradiction. Même si ces gens respectent les lois d'hospitalité, ils risquent de ne point lui pardonner sa franchise. Et pourtant, c'est cette vie au risque de l'autre qui doit précisément lui permettre de faire l'épreuve de ce qui est l'objet de sa recherche. Tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si notre être concret en sa matérialité nous singularise, nous faisons X, Y ou Z, par notre forme, nous sommes l'humanité tout entière. Humanité sans limite, sans fou. Le poète italien de Tasse, qu'on a dû mettre en prison parce qu'il devenait insupportable, car il n'est pas en dehors de l'humanité, a visité même des prisons pour voir des délinquants, voir des criminels. Il assiste même à une mise à mort, car ce sont encore des hommes. Et précisément parce qu'il porte, à titre d'homme, la forme entière de l'humaine condition, il considère qu'aucune de ses expériences doit lui être épargnée. C'est toute l'humanité qu'il doit assumer, c'est toute l'humanité qu'il doit porter en lui, sans en rien rejeter, sans en rien dénier. Et alors il s'explique. Mais si je pratique la réserve, l'exclusive, si je mets à distance tel ou tel, si j'exclus, c'est au sein de mon propre être que j'introduis une cassure. C'est une partie de moi-même que je mets à l'écart. C'est une partie de moi-même que je rejette. Or, si tout homme porte la forme entière de l'humaine condition, tout homme doit assumer l'humanité sans exclusive et sans réserve. C'est ça son voyage. C'est ça son voyage qui va le conduire jusqu'à Rome. Et à Rome, il arrive à point nommé pour la Semaine Sainte. Il avait bien calculé son itinéraire, car il entend suivre tous les offices avec énormément de ponctualité, sans en rien omettre, et à faire surtout le pèlerinage des 4 basiliques, ce qui pour lui est essentiel. Le frère Thierry a parlé tout à l'heure de Lorette, donc je ne m'y étends pas. Il y était déjà passé, évidemment, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pèlerinage en bonne et due forme. Et il aura soumis auparavant son manuscrit des essais à l'Inquisition, qui aura trouvé 2 ou 3 mots à relever parce qu'ils étaient, pour les inquisiteurs, quelquefois malsonnants, mais enfin, ils ont eu l'élégance, précisément, de se livrer à ce petit échéniage pour lui dire à lui, Montaigne, que pour le fond, ils étaient absolument d'accord sur son entreprise. Eux ne s'y sont pas trompés. Et ils sollicitaient en même temps une bulle de citoyenneté romaine. Ils se voulaient citoyens de Rome. Là-dessus, nos sorbonnards idéologues ont multiplié les commentaires.
imaginez, citoyen de Rome, citoyen du monde. Eh bien précisément non. Il cite Diogène 12 fois dans les Essais, chaque fois pour résister à la tentation de cette citoyenneté qui lui répugne, car elle relève d'un universel abstrait. Son universel, lui, sera concret. On ne peut plus concret et tout à fait enraciné. Il n'est pas citoyen du monde. Pas plus que moi, pas plus que vous. Il est citoyen de Rome parce que chrétien. Et il entend bien l'affirmer. Et il le dit avec force. Et de Rome pourquoi? Parce que Rome est la ville la plus commune et la plus universelle, comme il dit. Commune parce qu'elle est notre capitale à tous. Nous sommes tous romains en tant que catholiques. Et la plus universelle parce que, en tant que citoyens de Rome, nous sommes dans une sorte de convivialité avec tous les chrétiens de toute la terre. Et avec tous les hommes qui sont en puissance des catholiques romains ou appelés à le devenir. Donc, le véritable universel, ce n'est pas l'universel concret des droits de l'homme, ce n'est pas l'universel concret de Strasbourg ou de l'Europe d'aujourd'hui. La véritable universalité, c'est celle de la Rome catholique. Et cette citoyenneté, elle trouve sa source et sa racine dans une citoyenneté plus humble, dans une citoyenneté plus modeste, celle qu'il assume en Périgord, ou plutôt en Bordelais, puisqu'il apprend à quelques jours de cette reconnaissance qu'il a été élu maire de Bordeaux. Donc, voyez le voyage. Le voyage, c'est l'appropriation de cette humanité que chacun d'entre nous porte en soi. Et c'est dans cet esprit qu'il va faire retour à Montaigne pour tenter de répondre à la question: qui suis-je donc? Un homme comptable de tous les hommes, dont la responsabilité morale va jusqu'aux antipodes. Il aura cette belle formule: l'amitié a les bras si longs qu'elle embrasse la terre entière. Mais cette amitié, il n'entend la vivre que concrètement dans l'exercice de son métier, puisqu'après 2 ans, il résilie ses fonctions de maire de Bordeaux. Et ce métier, c'est celui de ménager. Un beau mot sans cesse utilisé par Montaigne, le ménager. Qu'est-ce qu'un ménager au XVIe siècle? C'est celui qui tient une ménagerie. Mais une ménagerie, ce n'est pas un endroit où on montre des tigres et des éléphants. Une ménagerie, c'est ce qui résulte de la gestion, on dit bien aujourd'hui management, pourquoi on le dit en anglais, on devrait le dire en français, d'un patrimoine. Il est donc le ménager. Et ce qu'il va nous expliquer, c'est que ménager, manus agere, agir avec sa main, faire de sa main, manu agere, c'est le rôle essentiel qui nous est demandé par le Créateur quand il met Adam en charge de la création. Entre la terre et ses fruits, il y a le travail humain. Montaigne commente la Bible et y trouve cette vérité. Il commente aussi Hésiode, les Travaux et les Jours, et il y voit cette affirmation du poète grec du 8e siècle avant notre ère, nous expliquant que la terre a été donnée à la race de fer, ce sont les hommes d'aujourd'hui,
Ce n'est plus l'âge d'or, ce n'est plus l'âge d'argent, c'est la race de fer. Et la race de fer se doit d'investir toutes ses énergies pour que la terre porte fruit. Le ménager, c'est donc celui-là. C'est celui qui sait que la terre est mère et féconde à ce titre, mais qu'elle ne produira que si l'homme travaille. Et par ce travail, la fertilise. Mais alors, comment concilier l'affirmation de cette universalité, puisque chaque homme porte en lui la forme entière d'une même condition? Comment concilier cette convivialité tout azimut, cette volonté d'assumer l'autre sous toutes ses faces et dans toutes ses postures, avec ce souci d'enracinement? Eh bien, c'est quelque chose qui apparaît très vite dans les essais. Je lis: mon père aimait à bâtir Montaigne, où il était né, et en toute cette police d'affaires domestiques, j'aime à me servir de son exemple et de ses règles, et y attacherai mes successeurs autant que je pourrai, ceux qui, en m'oyant dire mon insuffisance aux occupations du ménage, vont me soufflant aux oreilles que c'est dédain et que je néglige de savoir les instruments du labourage, ses saisons, son ordre, comment on fait ses vins, comment on greffe ses arbres, et de savoir le nom et la forme des herbes et des fruits et l'après des viandes, de quoi je vis. Celui-là, pour avoir à cœur quelle est plus haute science, me ferait bien mourir. Je traduis en langue d'aujourd'hui: celui qui dirait que je n'y connais rien et que je ne m'intéresse pas à ça, me ferait bien mourir par l'erreur qu'il commet. Car cela est sottise, et plutôt bêtise que gloire. Je m'aimerais mieux bon écuyer que bon logicien. Et de conclure, nous empêchant nos pensées du général et des causes et conduites universelles qui se conduisent très bien sans nous, et laissant en arrière notre fête et Michel, qui nous touche encore de beaucoup plus près que l'homme. Texte tout à fait stupéfiant. Beaucoup plus près que l'homme, ce qui me touche, c'est Michel. Il s'appelle Michel de Montaigne. Autrement dit, la singularité prime l'universalité. Autrement dit, l'enracinement prime le cosmopolitisme. Autrement dit, si je veux vivre pleinement cette condition humaine sans la moindre exclusive, que je commence à être moi-même dans ma singularité propre. Je ne sais pas que ce Montaigne, on l'ait tellement fait valoir. On l'a lu à travers Montesquieu, à travers la rhétorique de cet avocat qui voulait faire prévaloir qu'il était plus intéressant de travailler pour sa patrie que pour sa famille, de travailler pour l'humanité que pour sa patrie. Pour ma part, ce propos m'a toujours laissé de marbre, car je pense qu'il est vicié par une erreur fondamentale. Il n'y a pas d'universel concret sans la particularité et la singularité. Autrement dit, l'universel concret doit être enraciné dans un terroir, doit être enraciné dans une province, doit être enraciné dans une famille, sans quoi il n'est qu'idéologie. Et c'est ainsi que j'arrive au terme de mon temps et que je vais conclure. Que retenir dans tout ce qu'il me restait à dire? Je retiendrai une image.
une simple image. Un mot qui est très souvent utilisé par Montaigne. Une figure, un symbole. C'est le nœud, ou encore le nouage. Il traduit le latin vinculum, qui est très utilisé par Marcille Ficin à l'époque. Le lien. Et il y a maintes occurrences de ce nœud, de ce lien. Alors de quel nœud il s'agit? Quel type de nouage? S'agit-il des nœuds marins? Si certains d'entre vous ont pratiqué la marine, connaissent le nœud marin. Pour ma part, je connaîtrais plutôt le nœud de l'alpinisme. Ayant beaucoup fait de cordée, je sais ce qu'est un nœud qui assure, et qui assure contre une mort certaine. Le nouage, c'est donc très important. Or, il est très intéressant de voir Montaigne nous dire que tout est affaire de nœud. Et que le nouage le plus difficile, c'est le nouage du singulier sur l'universel. De l'universel sur le singulier. Le nouage le plus difficile, c'est être ce champion de l'universalité humaine tout en restant fidèle à sa particularité et à sa singularité. C'est ça le nouage. Et alors il nous dit que il faut entendre cela en termes de devoir, mais que le nœud qu'il pratique ne relève pas d'un devoir d'obligation, il relève d'un devoir d'honneur. Le nœud qui me tient par la loi de l'honneur me semble bien plus pressant et plus pesant que n'est celui de la contrainte civile. On me garrotte plus doucement par un notaire que par moi. Ce qui veut dire que le garrot du notaire, finalement, ne l'oblige pas tellement. Le garrot du législateur, encore moins. En revanche, le garrot de sa conscience l'oblige terriblement. Honneur oblige plus que devoir. J'aimerais plutôt rompre la prison de nos lois que celle de ma parole. La grande machine du monde, l'équilibre politique, la solidarité entre les peuples ne tiennent qu'à ce solide nouage dont le principe est, il le rappelle, la foi jurée. Fidèle à son nom, à son prince, à son Dieu, Montaigne aura traversé les troupes de son temps sans broncher. Il nous en confesse le pourquoi. Le nœud qui devrait attacher notre jugement et notre volonté, qui devrait étreindre notre âme et joindre à notre Créateur, ce devrait être un nœud prenant ses replis et ses forces, non pas de nos considérations, de nos raisons et de nos passions, mais d'une étreinte divine et surnaturelle, n'ayant qu'une forme, un visage et un lustre, qui est l'autorité de Dieu, mais aussi sa divine grâce. Merci, je suis arrivé au terme de mon heure. Je m'excuse d'avoir tout ça. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions à poser. À votre disposition. Pourquoi faites-vous partir de la Saint-Barthélemy? J'aurais pu remonter à Vassy. Pardon? Il y a eu les Michelin d'avant. Oui, puis à Vassy. Et Vassy, ça a été très sanglant. Mais la Saint-Barthélemy, parce que historiquement, c'est comme moi, Montaigne, jusque-là, n'en parle pas. On n'a même pas une lettre dans laquelle il parlerait de ces événements. Et puis, 72, Saint-Barthélemy, Montaigne conçoit ce projet étrange, bizarre. Alors, là, mon cher Caour, je vais apporter une précision que j'ai négligé de donner pour pouvoir me tenir dans l'heure. Pourquoi il écrit?
Écrire pour lui, c'est un acte prophylactique, thérapeutique. Écrire pour lui, c'est un remède. Il aurait envie de crier, d'hurler, de trépigner, peut-être de prendre une arme et de faire feu, ce qui serait la pire réponse à la violence. Une fois d'ailleurs, il sera, disons, enlevé, il était à cheval dans sa forêt, tout seul, imprudemment, par toute une série de cavaliers, dont il devine très vite que ce sont des réformés, et qui l'emmènent. Et il pense qu'il est arrivé à sa dernière heure. Et il prend le parti d'être extrêmement courtois et doux avec eux, de manifester aucune inquiétude, aucun énervement, a fortiori aucune colère. Et ces gens qui sont des périgourdins comme lui admirent cet homme du clan d'en face qui pourtant témoigne d'un pareil sang-froid. Et il le ramène en bonne escorte jusqu'à son château. Vous voyez. Alors, écrire, vous voyez, c'est une sorte de thérapeutique qui permettra de garder toujours son sang-froid, toujours sa quiétude. C'est comme ça qu'il conçoit l'écriture comme libératrice. Il conçoit l'écriture comme devant précisément nous permettre de faire face à toutes les circonstances de violence et d'y résister. Alors, il commence à écrire en 72 parce que il y a eu la Saint-Barthélemy. Mais évidemment, s'il avait été un théoricien du politique, ou même un moraliste, il aurait dû commencer bien plus tôt. Combien de temps ça lui a pris pour écrire tout ça? Pardon? Combien de temps ça lui a pris Pour écrire les essais? Eh bien, il va écrire jusqu'à sa mort. Il va écrire jusqu'à sa mort. Il commence en 72 plutôt, et il meurt, comme vous le savez, en 92, c'est-à-dire pendant 20 ans, il ne va faire que ça. Hormis le voyage en Italie qui dure un an et demi. Mais il sera toujours sur le métier. Alors, il fait des rajouts. Il ajoute. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu dater les rajouts d'après les copies, de telle sorte que quand il rajoute, on peut se dire, tiens, il fait allusion à telle lecture, il a donc acquis ce livre à ce moment-là. Et on peut dater les entrées dans sa bibliothèque. On arrive à une connaissance très précise de Montaigne. Mais alors, c'est ce travail de fourmi auquel il faut se livrer pour pouvoir le comprendre. Moi, je n'avais pas l'intention de traduire Nicolas de Cuse, je l'ai fait pour Montaigne. Pour comprendre Montaigne et pour qu'on puisse enfin comprendre Montaigne. Tant que je n'avais pas livré ma traduction de la Doctinurance, mon interprétation de Montaigne n'était pas crédible. Elle n'était pas crédible parce que, et ça j'ai pas eu le temps de le dire, la forme entière de l'humaine condition, c'est en réalité une réminiscence de Nicolas de Cuse. Car Nicolas de Cuse a beaucoup travaillé dans la Doctinurance la forme optimale de l'homme, la forme pleine de l'homme, la forme pleine de l'humanité. Et la forme pleine de l'humanité, il l'appelle la Christiformitas. La Christiformitas, c'est-à-dire la forme du Christ. Nous sommes créés à la forme du Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu, ou plutôt à l'image de l'image. Nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de l'image. Et l'image de Dieu, c'est le Christ. Donc, c'est la Christiformitas qui constitue la forme entière de l'humaine condition. Or, faute d'avoir lu ça, les malheureux qui se battaient avec un texte aveugle, des essais, qu'est-ce qu'ils pouvaient en tirer? Une série de contresens. Moi, je les excuse. Ils n'avaient pas fait l'investissement indispensable. J'ai eu la chance de le faire parce que j'arrivais bien plus tard, à une époque où tant d'erreurs avaient été commises,
qu'il était temps peut-être d'y voir clair, parce que ça ne marchait plus. L'accumulation des erreurs devenait tellement éloquente qu'il fallait quand même rectifier ça. Vous auriez pu parler de ces liens avec Jeanne de l'Estonac. C'est ça. Vous savez que Jeanne de l'Estonac, après avoir eu une vie de mère de famille, ayant élevé ses filles, et bien élevé ses filles, et perdu son mari, entre en religion, et que, découvrant qu'elle n'était pas faite pour la vie contemplative, se lance dans une belle entreprise d'éducation des filles en France, créant une maison, puis 2 maisons, puis 3 maisons, et suscitant des vocations religieuses d'éducatrices. Et c'est cette œuvre qui va en France connaître au XVIIe siècle un très grand développement, un déclin au XVIIIe bien sûr, et qui au XIXe va essaimer dans tous les pays, dans toutes les colonies. Et ainsi, il y a des fondations l'Estonac que j'ai retrouvées un peu dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et actuellement, c'est une œuvre tellement considérable que notre cher Benoît XVI a prononcé la béatification de Jeanne de l'Estonac. A fait prononcer la béatification. Elle sera un jour élevée sur les autels parce qu'elle a véritablement une fécondité spirituelle immense. Alors, en quoi elle intéresse Montaigne? Montaigne est son oncle. Mais ce qui est intéressant, c'est, disons, le point de vue de la famille. J'aime beaucoup le point de vue de la famille. J'en ai fait état avec mon ami Cavour d'Astrée il y a peu de temps pour Albéric Magnard. Mais là, il est heureux de voir Jeanne parler de Michel de Montaigne comme l'oncle qui lui a tout appris au plan du spirituel. Comme l'oncle parfaitement chrétien à travers lequel elle a conçu sa vocation religieuse. C'est quand même pas rien que Montaigne est considéré comme l'inspirateur de Jeanne de l'Estonac. Elle le dit. Or, dans la plupart des manuels scolaires, c'est omis. C'est ignoré. C'est complètement ignoré. Mais non, on a retenu que l'image du mol-oreiller, il a dit ça pour rire, toutes mes vacations sont farcesques, dit-il quelque part. Il a trouvé ça amusant. Parce que pour lui, c'est pas un mol-oreiller, c'est tout le contraire. Tout ce qu'il dit du doute, c'est tout le contraire. Donc on peut dire, cher Pierre, que Pascal, malgré son génie, son immense intelligence, et puis en plus, tellement immense qu'il a exprimé par le renoncement à l'intelligence, à l'écriture des livres. Oui. À tel point que Pierre Bayle, quand il parlait de lui dans son immense bavardage et son immense dictionnaire, disait c'est le seul qui ait dit il faut surtout pas écrire de livres, et Bayle enquête autour de ce génie qui aurait pu écrire des centaines, à part inventer la machine à calculer bien avant les Américains et d'autres, et de dire que finalement les 2 raisons qu'il a trouvées, c'est que Pascal disait je n'écrirai pas trop de livres, même pas de livres, pour permettre aux autres de lire les livres déjà publiés, pour le bien des livres déjà publiés. Oui, oui. Car à partir du moment où il va écrire, personne ne lira que lui. Et les pensées de Pascal montrent aujourd'hui qu'il est le sommet de la littérature française, son intelligence se trouve là. Vous avez vous-même lu plus de 1000 fois ses pensées et classées et reclassées. Mais la responsabilité de Pascal, parce que c'est la première fois que je vous vois abandonner votre maître intérieur, Pascal est plus votre maître que les montagnes que vous sauvez. Pascal vous sauve. Mais Pascal dit que finalement, s'agissant du souverain bien, et là j'aimerais bien votre réaction, chez Montaigne il y en a 365. Oui. Ce qui fait que les républicains aujourd'hui, je dis républicains pour leur donner un peu de substance à leur pensée, parce que Valls on cherche une chez Valls, chez Onfray, et Onfray l'enfle tellement qu'il lui donne la référence entre un philosophe et un autre. Mais le contenu aujourd'hui, c'est que Montaigne et les essais de Montaigne, c'est le lieu du relativisme. Et que Pascal a provoqué ce relativisme. Il a bien fait de bombarder Descartes en disant « sans Dieu n'est qu'une chiquenaude ». Oui, oui.
Et Pascal est celui qui a sauvé Montaigne, puisque c'est finalement Descartes, c'est l'abstraction hypocrite, parce qu'elle cherche en même temps l'approbation des théologiens de la Sorbonne pour exister. Mais ces souverains biens que Pascal a dénoncés comme une flèche de feu, parce que ses pensées, c'est des flèches, comme vous savez, les coups de ciseaux dont vous nous parliez dans les manuscrits, mais c'est des coups d'épée aussi. Elle a fait d'un Montaigne l'auteur du relativisme aujourd'hui. Comment le sauver à part rentrer dans cette théologie qui est refusée d'avance? Vous avez entièrement raison, Antoine, d'essayer de plaider ici pour Pascal, parce que Pascal est quand même responsable, très largement, de cette lecture, de cette interprétation d'un Montaigne relativiste. Ce Montaigne indolent que l'on voit en face de la Sorbonne, dans son fauteuil, dans un geste qui, en quelque sorte, imite sans l'imiter, en le parodiant, le geste du penseur. Parce que autant le penseur, dans sa position, témoigne de la force de la pensée, je dis le penseur de Rodin, autant le penseur, le Montaigne réalisé après, par un sculpteur que j'ignore, et situé en face de la Sorbonne, témoigne plutôt de l'indolence, du que sais-je, et de l'indifférentisme et du relativisme qu'Antoine signifiait. Alors, Pascal est quand même responsable pour une bonne part de cette légende. Alors, de fait, il ne pouvait pas savoir la portée des fragments qu'il allait laisser dans ses liasses, dans ses tiroirs, puisqu'il n'a rien publié de cela. Il ne pouvait pas en savoir la portée. Et il y a 7 fragments sur Montaigne, qui sont 7 traits bien acérés. On a généralisé, on a voulu à partir de là en faire une interprétation de Montaigne tout entier. C'est évidemment abusif. Ce qu'on n'a pas fait, c'est le travail que je n'aurais pas le temps de faire, mais que je voudrais bien que quelqu'un fasse. C'est relever tous les emprunts que les pensées ont fait aux essais de Montaigne. Pour ça, c'est bien facile. Il suffit d'acheter un de ces marqueurs de couleur vive, pour bien le voir, et de surligner tous les mots, les groupes de mots, les phrases empruntées à Montaigne. Or, si vous vous amusez à cet exercice, vous allez avoir une édition des pensées bicolore, où le surligné est aussi important que le non surligné, tellement il y a d'emprunts. Alors ça, c'est une façon de contrepeser les quelques jugements, disons, malveillants que Pascal a eu à l'endroit de Montaigne. D'une part, il stigmatise quelques traits, souvent de détails. D'autre part, il nourrit non seulement sa pensée, mais son écriture de la pensée de Montaigne. Il en nourrit son écriture. Il faudrait essayer ici de reprendre l'écriture, précisément, au sens où l'entendait Montaigne et où l'entend Pascal. C'est un de mes anciens élèves, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui écrit ceci, que tout livre comporte un livre écrit en quelque sorte en dessous par le lecteur. Vous lisez le livre, vous en écrivez un autre qui se substitue à ce livre. C'est Christian Bobinge, dans je ne sais plus quel de ses petits recueils, qui a eu cette idée absolument géniale de nous montrer comment fonctionnait celui que Montaigne appelle le suffisant lecteur.
Il est suffisant pourquoi? Parce que, en lisant le livre, il le double de son propre livre. Que ce livre, il l'écrive explicitement ou simplement le conçoive, il le double de son propre livre. Quand on lit un livre en entrant dans le jeu de l'auteur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe très souvent que l'on anticipe ce que l'auteur va dire, que l'on anticipe les pages encore à venir, que l'on n'a pas encore parcourues. On a déjà deviné ce qu'elles allaient offrir. Bien ça, c'est ce livre de dessous le livre. Or, les pensées de Pascal sont écrites de cette manière-là. Elles sont écrites à travers ou sur les essais de Montaigne, en retenant de ces essais quantité de formules, quantité de mots, quantité de syntagmes, comme on dit, les composant, les recomposant, les recombinant, les repensant, les réinterprétant. C'est ça, Pascal, suffisant lecteur de Montaigne. Alors ça, c'est quand même le plus grand hommage qu'on ait jamais rendu à un auteur, que de montrer comment on ne fonctionne que dans ses marges ou dans l'écriture de dessous. Puis-je réagir un peu s'il n'y a pas d'autre... C'est que les points communs, finalement, on peut dire chez Pascal et Montaigne, à travers les pensées de Pascal, plus on avance dans les pensées, ces pensées qui n'ont jamais été classées que par ses disciples, par Port Royal, à tel point que jusqu'aujourd'hui, on parle des pensées de Brunswick jusqu'à la Fuma, et votre classement qui, à mon avis, qui est un des plus récents. Chaque fois, Pascal donne à son lecteur le soin de recréer son livre. Et les pensées n'a pas été le titre, c'était l'apologie de la religion catholique qui devait en être le titre. Mais quand vous regardez de près, finalement, cette recherche de l'universalité chez Pascal qui se fait par le fragment et qui devient de plus en plus ce que Montaigne n'a pas pu avoir dans ses citations. Moi, j'en ai compté autour de 450 citations latines. Et j'étais obligé de les recopier par punition d'un père jésuite, heureusement c'était un jésuite, et de les retraduire avec lui. Mais quand vous regardez cela, Montaigne n'a pas atteint le côté rabbinique de Pascal quand il fonce dans les figures. Et là, la Bible, il est cité à merveille l'étude du peuple juif, avec intelligence, l'admiration pour ce peuple qui se critiquait lui-même, qui a assez d'humour. Charlie Hebdo va faire une caricature de Pascal, ça va très vite là. Et mais ce qui m'intéresse dans l'intelligence de Pascal, qui est supérieure à celle de Montaigne, mais qui l'a rejoint par la modestie, c'est que ce Pascal qui a habité ce quartier là, Saint-Sulpice, la première invention à part la machine à calculer de l'enfant, c'est d'inventer la ligne de bus. Saint-Sulpice, la Bastille. C'est Pascal. Et on n'a pas à la SNCF. Les carrosses à Saint-Saul. Tout à fait. Ça, on oublie de le dire. Et alors que chez Montaigne, celui qui rate le coup entre les deux, c'est le faux génie de la France, c'est-à-dire le cartésien, Descartes. C'est que sans Dieu, c'est plaire à la Sorbonne pour entrer derrière, avoir le prix Goncourt de l'époque. Aucun intelligent ne lui a donné. Hein. Plaire aux Francs, n'est-ce pas, et prouver Dieu aux pauvres ignorants. L'un et l'autre ont atteint ce particulier universel. Descartes, ça a été le désastre. Désastre total. C'est le détracteur et le critique le plus acerbe, à travers ses disciples, du dogme de la Trinité. Les cartésiens sont unitariens. Et oui. Voir ce que ça a donné en Hollande. Ouais, mais c'est pourquoi on a perdu son crâne à sa mort. Hein. Même si Saint-Germain-des-Prés enterre le corps. Non, mais merci Antoine. Non, à vous de poser mais des Antoine a dit quelque chose de très important, que au fond, si on prend les pensées de Pascal, il y a tellement d'emprunt à Montaigne que Antoine a eu une très bonne formule. Le lecteur rabbinique, c'est Pascal, à l'endroit de Montaigne. Rabbinique parce qu'il ne fait grâce de rien, il reprend les formules, il reprend les mots, avec une sorte de scrupule
comme s'il fallait rien en perdre. Alors que Montaigne, à l'endroit de ses sources, est beaucoup plus affranchi, beaucoup plus libre. L'un a voyagé en Italie, l'autre a voyagé dans sa chambre. Oui. Rue Monsieur le Prince, chez le prince Condé accueilli. Hein. Pierre, est-ce que je peux demander quelque chose? Il y a une chose qui m'intrigue dans ce que vous dites, c'est que je croyais comprendre que vous vouliez dire que Pascal était un peu soit inconscient, soit destructeur de ce qu'avait pu faire et penser Montaigne. Et puis quand vous dites il est le lecteur suffisant, alors ça paraît positif. Alors, est-ce qu'il est destructeur ou est-ce qu'il est positif, Pascal? Non, c'est-à-dire il est Vis-à-vis de Montaigne. Non, vis-à-vis de la postérité, on ne retient de Pascal que quelques mots qui sont très durs à l'endroit de Montaigne. Et le reste, on l'oublie. Pensez que les gens qui vont se servir de ces quelques fléchettes pour dresser un génie contre l'autre ne sont pas allés chercher les peut-être 300 emprunts que Pascal fait au texte de Montaigne. J'en ai trouvé 300-350 environ. Donc c'est considérable. Mais faire des emprunts, c'est positif. C'est positif, C'est ça. pas, comment dire, Ah non, c'est positif. moderne, c'est pas pomper chez l'autre. Non, c'est positif, c'est pour les faire vivre, pour les prolonger, pour les... Bon, j'ai pas compris. D'ailleurs, il n'avait pas est-ce qu'il l'aurait publié en l'état? Est-ce qu'il aurait publié ça comme ça? C'est plutôt des notes de lecture. Il lit. Donc, il est ni destructeur ni négligent, il est un très bon lecteur de Il est un très bon de lecteur, Montaigne. mais on a retenu que le rapport négatif, le rapport conflictuel, on a voulu les opposer, et on a retenu simplement le fait qu'il dit Montaigne plutôt, parle trop de soi et il fait trop d'histoire. Alors il y a 3 ou 4 traits de ce genre, il y en a d'autres plus insignifiants, mais ça ne va pas très loin. Mais on a retenu simplement ça en disant, voyez, Pascal juge Montaigne, et voilà ce qu'il faut penser de Montaigne. Alors soit pour accuser Montaigne, soit au contraire pour accuser Pascal. Pascal n'est pas tolérant, Pascal est ci, Pascal est ça. Donc on a créé une sorte de joute, parce que c'était devenu un lieu commun dans l'université. Chez les Sorbonnards, Léon Brunswick, qui a été un des papes de la Sorbonne avant la guerre, dans l'entre-deux-guerres, plutôt avant la guerre, pas avant la guerre de 14, dans l'entre-deux-guerres. Il a été président de juridiction pendant 15 ans, il avait la chaire d'histoire de la philosophie moderne à la Sorbonne. Et bien, Léon Brunswick a écrit un Descartes et Pascal, lecteur de Montaigne. Un livre très bien écrit d'ailleurs, assez spécieux, assez faux, mais quand j'étais cagneux, c'était le livre à lire d'abord quand on arrivait. On lisait Léon Brunswick, Pascal et Descartes et Pascal, lecteur de Montaigne. Et on le lisait, on le relisait, et si nos dissertations n'étaient pas nourries de ce livre, on avait un zéro pointé. Alors qu'il avait plutôt faussé les données. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Mais c'est comme Goldman, Lieu caché. Ah oui, alors, mais Brunswick... Qui était une lecture obligatoire aussi. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Lieu caché. Mais Brunswick était peut-être excusable, j'aurais des circonstances atténuantes, parce que par ailleurs, il avait quand même du talent, il a écrit de bonnes choses, Brunswick. Mais ce livre est un livre très bien écrit, très agréable, que j'ai lu 3 ou 4 fois. Quand je suis arrivé en Cagne, et je faisais mes délices de la lecture de ce livre. C'était intelligent, du moins on avait l'impression d'être intelligent quand on lisait ce livre. Donc c'est magnifique. Mais non, Goldman, ça c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est la grille marxiste pour interpréter Pascal. Très mauvais. Mais c'était un passage obligé de mon temps. Si on ne sacrifiait pas une ou deux fois à Goldman dans un article, dans une dissertation, non, on était considéré comme indigne. Ce qu'il faut relire, c'est Chevalier. C'est Chevalier, oui. Alors, Goldman, ça consiste à introduire la dialectique chez Pascal. Pascal est un dialecticien. D'ailleurs, un de mes profs a eu sans vergogne, m'a demandé, c'était Merleau-Ponty, m'a demandé d'écrire sur Pascal dialecticien, voir si on pouvait tirer quelque chose. Je lui ai dit pas, je dessus. Puis j'ai pas récidivé parce que ça m'a semblé non pertinent. C'était pas fécond, complètement infécond. Mais c'est dire que c'était un peu un passage obligé.
Mais c'est le contraire de la pensée de Pascal. La pensée de Pascal est une pensée par stratification, par élévation, une pensée qui nous conduit au ciel. Alors que la dialectique, c'est thèse, antithèse, synthèse. Donc on affirme, on nie et on réaffirme. Et c'est une pensée circulaire, la dialectique. Ce n'est pas une pensée qui élève, ce n'est pas une pensée ascendante, c'est une pensée niveleuse. Donc c'est tout le contraire de la pensée de Pascal. Mais enfin, tout devait être traité à la dialectique, ça, à cette époque-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand vous traduisiez le livre que vous avez traduit, c'est du vieux français ou du latin? C'est du latin. C'est du latin. Du latin. Et personne avant vous n'avait traduit ça? Si, il y avait une traduction qui avait été donnée en 1930 et qui était vendue rue Gay-Lussac. C'est un éditeur ésotérique qui avait pris cette mauvaise traduction. Elle était incompréhensible tellement elle était mauvaise. Et ce monsieur vivait juste après Montaigne? Ah non, 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 en 1930, c'est venu très tard. Combien? 1930. Non mais votre bouquin, l'auteur. Nicolas de Cuse. 15e siècle. 15e siècle, c'était une des sources de Montaigne. 15e, un siècle avant Montaigne, exactement. Il est de Cousa, l'évêque de Bruxelles. Vous pouvez acheter le vin de la Moselle dans son abbaye. Une question? Oui, vous n'avez pas mentionné une seule fois le nom de la Boétie. Ah, Étienne. je m'excuse, mais la lumière m'empêche de vous voir, de l'interlocuteur qui m'a posé la question. Bon, je n'y vois rien, je m'excuse, je vais répondre quand même. Bon, alors. C'est moi qui vous ai acheté le livre. Ah, Que vous avez dédicacé. Monsieur Gay. Voilà. Bien, monsieur Gay, je vais répondre à votre question, c'est indispensable. La Boétie. On connaît du moins, même si on n'est pas très féru des essais de Montaigne, de la réponse de Montaigne à qui l'on demande pourquoi l'aimais-tu, et qui répondit parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est quelque chose de splendide, parce que cela veut dire que l'amitié n'est pas une catégorie, qu'elle n'a pas de raison, qu'elle n'a pas besoin de fournir des preuves, qu'elle tient uniquement au mystère de la singularité d'un chacun. Oui. C'est un écho de Sénèque aussi. C'est un écho de Guillaume d'Occam. Et de Sénèque. Oui, mais de Guillaume d'Occam qui a vu la même formule exactement pour d'autres choses, pour Socrate et Platon. Idem velle, idem nolle de Sénèque, c'est assez proche. Oui. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, Étienne de la Boétie était le collègue de Montaigne au Parlement de Bordeaux. Ils ont ainsi fait un bon chemin ensemble. Et Étienne de la Boétie était pour Montaigne un peu l'inspirateur, en ce sens qu'il était plus vif, plus rapide, plus prompt, peut-être moins profond, on ne sait pas ce qu'il aurait donné, encore qu'il a donné 2 essais de philosophie politique qui sont tout à fait étonnants. Le discours sur la servitude volontaire, qu'il a écrit à l'âge de 20 ans, et qui est un véritable chef-d'œuvre, et 10 ans après, un essai sur la tolérance, très différent. Et tous les sommets. Et puis les sonnets, bien sûr. Mais un essai sur la tolérance que j'ai étudié de très près et qui est très différent parce que c'est pas du tout la tolérance à tout craint, telle qu'on l'a présentée quelquefois. C'est une tolérance très réservée qu'il propose au roi de France à l'endroit des réformés. Une tolérance dans des bornes, dans des limites, avec des contraintes. C'était un peu le théoricien des politiques de l'époque. Oui, oui, oui. Du parti des politiques. Du parti des politiques. Et c'était un esprit extrêmement brillant.
Et il est mort prématurément. Il est mort prématurément, très, très rapidement. On a le récit très édifiant de sa mort, car il a eu une mort très chrétienne, il était d'ailleurs très chrétien. Et ce Étienne de la Boétie a été l'une des raisons pour Montaigne d'écrire. Il aurait écrit, mais il n'aurait pas écrit les essais, il aurait écrit autre chose. Il aurait écrit ce qu'il appelait un tombeau pour Étienne de la Boétie, un tombeau pour l'ami perdu. Un tombeau, c'est-à-dire une sorte de monument poétique, fait de sonnets, d'essais, de littérature, pour célébrer l'ami perdu. Et il est évident qu'il ne le fera pas parce que, précisément, la Saint-Barthélemy va le mettre dans l'obligation de rechercher ce que j'appelle, pour lui, l'identité humaine. Et la Boétie reste pourtant pour lui un des symboles de ce qu'est précisément le type de communauté qu'il y a entre des êtres humains. Une communauté entre humains, ce n'est pas une classe définissant une espèce ou une sous-espèce. Ce n'est pas une catégorie. Ce n'est pas une classe logique qui permettrait de regrouper des gens qui auraient un caractère commun. Ce qui permet de concevoir précisément le rapport qu'il y a entre Socrate et Platon, c'est non pas un concept d'homme ou d'Athénien ou d'homme libre ou de philosophe qui permettrait de les comprendre, comme disait déjà Occam, non, c'est par lui-même, en raison de sa singularité, que Socrate rencontre Platon et sympathise avec lui, et que Platon se reconnaît en Socrate. Or, l'exemple d'Occam, qui est dans la Somme de logique au premier quart du premier tome, c'est au début de la Somme de logique, est repris exactement par Pascal, ce qui permet de réunir en un même sous-groupe Étienne de la Boétie et Michel de Montaigne. Ce n'est pas qu'ils sont tous les deux gentilshommes péregourdins, qu'ils sont tous les deux jurisconsultes, qu'ils sont tous les deux poètes, qu'ils sont tous les deux logiciens. Ce n'est pas non plus qu'ils sont hommes, ce qui permet de les penser ensemble et de les rassembler, c'est ce qu'il faudrait appeler leur idiosyncrasie, leur génie singulier. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Occam disait « Quia c'est ipsis », par eux-mêmes, et non pas parce qu'ils sont citoyens d'Athènes et philosophes, Socrate et Platon, mais parce que c'est par leur génie propre et par leur singularité qu'ils s'assemblent. Et l'idée de Montaigne que chacun d'entre nous porte en lui-même, de par Jésus-Christ, la forme entière de l'humaine condition, fait en sorte que nous n'avons pas besoin d'une catégorie pour nous rassembler, car la catégorie, elle risquerait fort de jouer comme un couperet, elle risquerait fort d'exclure, elle risquerait fort de tenir à distance, car après tout, la classification est toujours spéciste. Elle définit une sous-espèce. Et elle a toujours tendance à circonscrire toujours davantage. Alors que là, on n'a pas besoin du troisième homme pour rassembler Socrate et Platon. Du fait de leur amitié, ils se retrouvent l'un dans l'autre. De la même façon, on n'a pas besoin de catégories éthiques ou sociologiques ou socio-professionnelles pour réunir Étienne de la Boétie et Montaigne. Il lui suffit
de répondre par cette réponse qui n'en est pas une, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais vous voyez, il devait y avoir toute une grande partie des essais consacrés à la Boétie, mais l'urgence du souci de définir l'homme va l'amener à parer au plus pressé et à poursuivre la construction de ce que j'ai appelé le Speculum Majus. À la sortie de la guerre, en 1948, j'étais élève des jésuites à Sarlat, et la ville de Sarlat n'avait pas encore été nettoyée par M. Malraux. Il y avait 3 maisons qui étaient connues dans Sarlat, je crois me rappeler 3, dont évidemment s'il n'y en avait qu'une, c'était celle de la Boétie. Et on passait en rond serré dessous, c'est la maison de la Boétie. Il n'y avait que celle-là qui était bien propre, avec peut-être 2 autres, tout le reste était dans la crasse, parce que avec la guerre, il faut autant nettoyer. Et la Boétie était comment, quand on est 4 siècles avant aujourd'hui, avec la distance de Sarlat à Bordeaux, comment est-ce qu'ils étaient parents tous les deux? Est-ce qu'ils s'étaient connus au collège, on était ensemble dans un collège ou bien? Non, ils se sont connus à la cour des aides, puisque au début, ils siégeaient tous les deux à la cour des aides. Ils étaient adultes alors? Oui, ils étaient adultes, ils étaient tous les deux très débutants. C'était leur premier... Les jeunes. Cour des aides, c'est un peu comme conseiller général ou un truc comme ça maintenant? Non, les aides, c'était une perception. Un endroit où on établissait l'assiette des impôts. Perception. Ils faisaient du travail d'assiette à la cour des aides, l'un et l'autre. Sans doute à Bordeaux alors? Oui, ils n'ont pas été toujours à Bordeaux. Je crois qu'ils ont été d'abord à Angoulême. Bordeaux, c'était quand même de l'avancement. Mais là aussi, Pierre, vous devez intervenir parce qu'on a récupéré Montaigne dans un de ses essais. Quand il parle de cette amitié, il va même jusqu'au mariage, il joue le jeu de Platon dans le banquet en disant le mariage a une utilité qui est celle de la fécondité. Or, ces relations dont je parle n'ont d'autre utilité qu'elles-mêmes. Et Oscar Wilde, comme vous savez, quand il est sorti de prison, condamné par le marquis de Queensberry, les Anglais, les marquis ne supportent pas que Oscar Wilde, un Irlandais, sorte avec un petit marquis qui était indigne de lui, mais il donne l'argument, aussi bien de Platon que de Montaigne, que finalement nos relations à Oxford, c'est cette transmission du savoir, l'accouchement, etc. Mais ça n'a pas empêché de dire que cette relation dont parle Montaigne, je ne vais pas citer la LGBT et Berger, est une relation qui glorifie aujourd'hui ceux qui veulent marier le semblable au semblable. Comment vous allez défendre ça? Parce que le texte est écrit dans les essais. Quand il compare le mariage à l'essai. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, mais des formations volontaires. On peut pas. Non, l'argument est celui du banquet de Platon qu'il reprend. Il a lu Platon, il sait que ça a existé. Les Grecs disaient c'est supérieur à la relation de la simple fécondité. D'où l'homosexualité Non, grecque. mais ce que dit Antoine est juste. Chez les Grecs, précisément, la gratuité de l'amour platonique, c'est le cas de dire, le mettait au-dessus de la relation conjugale. Parce qu'il était gratuit. Parce qu'on ne pouvait pas en escompter la pérennisation du patrimoine, la continuation de la famille. C'était quelque chose d'absolument gratuit. Et c'est dans cet esprit que Montaigne, qui a très bien lu les Grecs, le dit. Mais on n'a jamais ouï parler qu'il y eut quoi que ce soit, alors qu'on savait très bien au XVIe siècle ce qu'était ce type de relation, puisque on aurait trouvé l'illustration de ces relations homosexuelles dans l'école lyonnaise, avec certaines dames bien connues de cette école, qui n'en était pas moins un grand poète. C'est-à-dire, il va vers la leçon que donne Socrate à Alcibiade, en fait. Oui. Alcibiade qui voulait la relation physique avec Socrate, parce qu'il dit « je suis le plus beau des Grecs », et Socrate lui refuse en disant « c'est l'âme que nous allons aimer, là où Montaigne vise, l'âme de la Boétie ». Si d'ailleurs, c'est pourquoi il lui sauve ses sonnets, parce que c'est dans les sonnets que se trouve l'âme de la Boétie. Oui, oui. C'est ça.
Y a-t-il d'autres questions? Il ne reste plus que celui-là. Alors, S'il reste plus de questions, venez voir le professeur Magnard. Il pourra vous dédicacer son Montaigne. Mon cher Massimo, Voilà. Et la lundi, lumière. oui, vous pouvez éteindre. Et lundi prochain, ça va être sur Bossuet, défenseur de la tradition.